Bonjour, bienvenue encore une fois sur Afro-Canada Télévision. Nous recevons pour vous aujourd'hui Monsieur Olivier Mpoyi, qui s'est autoproclamé ambassadeur de la jeunesse congolaise. Je sais qu'avec vous, vous le connaissez bien, c'est un habitué des réseaux sociaux. Et je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Philémon, comment allez-vous aujourd'hui? C'est moi qui vous demande comment vous allez. Dieu fait grâce, oui. Tout va bien par la grâce de Dieu. Moi ça va aussi. Avec vous, j'ai décidé de parler un peu la vie politique, la vie estudiantine, la vie, parce que vous êtes un habitué des réseaux sociaux et les gens vous trouvent comme un vendeur de rêves. Est-ce que vous êtes TikToker, vous êtes influenceur, vous êtes vendeur de rêves? Quel est le mot qui vous tient vraiment selon votre catégorie? Ok, de un, je ne suis pas vendeur de rêves, et puis des deux, je ne me considère pas comme étant TikToker. Je suis plutôt réaliste. Alors, même quand j'ai commencé les réseaux sociaux, c'était beaucoup plus pour parler de mon histoire, parler de moi. Oui. Alors, avec le temps, ça a changé, ça a évolué aussi, jusqu'à ce que, voilà quoi, on est là jusqu'à aujourd'hui, mais je ne suis pas vendeur de rêves ou quelque chose comme ça. Mais si on devrait vous présenter, pour quelqu'un qui ne vous connaît pas, pour la première fois qu'il vous suit, qu'est-ce qu'il doit retenir? Qui est Monsieur Olivier Mpoyi? Monsieur Olivier Mpoyi, c'est un Congolais, né à Kinshasa, qui œuvre avec la communauté congolaise. C'est un, je peux me dire comme un activiste qui est là pour sensibiliser la jeunesse, pour réveiller la conscience des jeunes endormis. Je pense que ça serait la définition idéale qui me concerne. Olivier Mpoyi, on vous retrouve sur les réseaux sociaux. Directement, vous êtes apparu comme le cheveu de la soupe. Comment êtes-vous tombé là? Alors, tout a commencé, je pense, en 2022, oui. Quand Dieu m'a fait grâce, je suis arrivé ici au Canada. Alors, en arrivant au Canada, moi, j'avais pour mission, pour objectif, de réveiller la jeunesse. C'était quelque chose qui était déjà en moi. Et même bien avant d'arriver au Canada, j'ai toujours été dans cette peau-là. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Pour les gens qui me connaissent, j'ai fréquenté l'université protestante au Congo, où j'ai été chef de promotion pendant 4 ans. Donc, j'ai toujours l'habitude d'être avec du monde, de sensibiliser, de réveiller la jeunesse, d'encourager, de soutenir. Et en arrivant au Canada, ça a été juste un boost, quelque chose qui a encore activé, quelque chose que j'avais en moi pour voilà quoi, animer puis encadrer la jeunesse. Donc c'est par là que l'initiative de faire les réseaux sociaux a commencé. Donc j'ai commencé par parler d'abord de mon histoire, comment j'ai quitté le Congo, comment je suis arrivé au Canada, et puis par la suite, j'ai vu que ça commençait à intéresser pas mal de personnes. Et au fil du temps, on a enchaîné vidéo après vidéo, rencontre après rencontre, jusqu'à ce que voilà, jusqu'à ce qu'aujourd'hui je suis dans votre plateau. Quand vous êtes arrivé au Canada, comment avez-vous trouvé cette jeunesse, cette diaspora que vous réveillez aujourd'hui? Est-ce que vous avez trouvé qu'ils étaient endormis? Il fallait que vous soyez là pour les remotiver? Ou qu'est-ce qu'il y a eu? Bon, je ne dirais pas que j'étais endormi, mais je dirais qu'il manquait des boosts. Donc, il y avait des gens qui étaient déjà sur le terrain, il y avait des gens qui travaillaient déjà pour la jeunesse, mais il n'y avait pas encore cette énergie. Il fallait quelqu'un qui soit là pour allumer quelque chose. C'est vrai qu'il y avait des gens qui travaillaient, il y avait des gens qui œuvraient déjà pour la communauté, il y avait déjà des gens qui œuvraient pour la jeunesse en soi, mais il manquait quelque chose pour... je sais pas moi, il manquait comme du gaz, quelque chose qui devrait allumer encore la flamme. Alors moi, en arrivant sur le terrain avec une énergie positive, je pense que j'ai allumé quelque chose. Et puis voilà quoi, aujourd'hui, on a des jeunes ici au Canada qui sont plus motivés que jamais. Aujourd'hui au Canada, nous avons la jeunesse qui reprend conscience. Aujourd'hui au Canada, nous avons les Congolais, beaucoup plus en particulier, qui ne se connaissaient pas encore, qui ne connaissaient pas qu'est-ce qu'ils pouvaient être dans la vie, comment est-ce qu'ils pouvaient réfléchir, comment est-ce qu'ils pouvaient apporter à eux aussi un plus dans la société. Alors, en faisant des actions, en parlant sur les réseaux sociaux, en rencontrant tout le monde, je pense que c'est cette énergie-là à sensibiliser beaucoup de personnes. L'énergie a sensibilisé beaucoup de personnes, c'est vrai, parce que sur les réseaux sociaux, on parle que de Olivier Mpoyi. Olivier Mpoyi par-ci, Olivier Mpoyi par-là. On ne sait pas c'est quoi l'énergie que ce monsieur possède, qui fait en lui comme un éclair. Monsieur Olivier, vous êtes ambassadeur de la jeunesse africaine, congolaise au Canada. C'est quoi ce titre? Est-ce que vous êtes
autoproclamé, bien quelqu'un vous a décerné ce titre? Non, officiellement, aux yeux du gouvernement congolais, je ne suis pas reconnu comme étant ambassadeur de la jeunesse congolaise parce que ce poste-là n'existait pas jusqu'à ce jour. Voilà, ça m'étonnerait. Alors, c'est quelque chose qui m'est venu juste comme ça. C'est parce que j'écoutais la chanson de Maître Gims, ambassadeur, tout ça. Alors, j'ai associé cette chanson-là à ce que moi je faisais. Alors, vu que j'aimais travailler pour la jeunesse, j'aime être avec la jeunesse, j'aime sensibiliser, j'aime pousser les autres à aller de l'avant aussi. Oui. Alors, en écoutant aussi cette chanson-là, je me suis dit, ah, mais ambassadeur de la jeunesse, ça match, ça fait quelque chose. C'est là que j'ai commencé à porter cette identité-là. Alors, je me suis mis, moi, à 100% à être là pour les autres. Et en plus, j'écoutais la chanson Maître Gims, ambassadeur, ben, c'est devenu comme ça. Je me suis lancé sur les réseaux sociaux avec cette identité-là. Et puis voilà, c'est resté comme ça. Les gens m'appellent maintenant ambassadeur. Qui sait, peut-être. Il faut une ambassade pour ça. Ça demande beaucoup de choses parce que au Canada, il y a déjà l'ambassadeur, M. Joska Kabongongoy, qui représente officiellement le Congolais. Mais dans ce titre d'ambassadeur de la jeunesse, ça concerne beaucoup plus les jeunes. Voilà, les jeunes, parce que l'ambassade représente le gouvernement, le pays tout entier ici au Canada. Et je me dis que si ça pouvait exister ce poste-là, ça aiderait aussi, pourquoi pas l'ambassadeur, ou bien pourquoi pas le gouvernement congolais à décentraliser et puis à connaître la situation des Congolais qui vivent ici aussi au Canada. Donc, tant qu'on est Congolais, il n'y a pas que les Congolais qui sont au Congo. Non, c'est pas parce qu'on a quitté le Congo ou bien qu'on s'est déplacé ailleurs qu'on n'est plus Congolais ou bien qu'on n'a plus de problèmes. Non, on a toujours des problèmes et c'est pourquoi l'ambassadeur Joska Kabongo est là pour nous. Et vu qu'il ne peut pas aussi être partout au même moment, au même endroit, alors c'est pourquoi cette idée-là d'être ambassadeur ou bien d'aider les jeunes, voilà, à se réveiller aussi, de travailler avec la jeunesse peut être aussi un plus afin de décentraliser, voilà, son pouvoir, bien de dire, voilà, vous êtes là pour m'accompagner. Puisque vous êtes sur le terrain, c'est quoi les difficultés que les Congolais rencontrent aujourd'hui dans la vie estudiantine? Parce que vous faites des appels sur toutes vos vidéos sur les réseaux sociaux. Venez, étudiants, nouveaux arrivants. C'est quoi les difficultés que les étudiants congolais rencontrent-ils ici? Parce que je vous ai vu dernièrement, avec monsieur l'ambassadeur, que je salue en passant, dire que les frais académiques devraient être les mêmes avec ceux qui sont avec les Québécois. Okay. Ça a été quelque chose qui a été rejeté en boucle. On a dit que c'était faux et puis vous avez fait du populisme. Non, effectivement, c'est quelque chose qui est vrai parce que l'ambassadeur Joska Kabongo ne peut pas se présenter devant du monde pour mentir. Alors, effectivement, la dernière fois, l'ambassadeur lui-même, dans ses propres mots, a dit qu'il y avait effectivement une bourse qui allait aider les Congolais à réduire les frais de scolarité, à payer moins. C'est une bourse d'études. Qui paierait, vous avez dit dans vos dires, oui, les mêmes montants, les mêmes frais avec les étudiants québécois. Oui, donc c'est une bourse normalement qui doit commencer pour la session d'automne 2024. C'est là que la bourse sera effective. Bon, elle n'est pas encore si grande aujourd'hui, mais on espère que les étudiants qui vont bénéficier de cette bourse-là pour la session de septembre 2024, ils vont en faire bon usage, de manière à ce que, pourquoi pas le gouvernement québécois se dise, voilà, on a donné une bourse et les étudiants ont bien travaillé, ils ont fait des efforts, ils ont été brillants à l'école, pourquoi ne pas augmenter cette bourse-là? Mais pour l'instant, c'était les efforts que M. Joska Kabongo a mis en place pour la communauté en ce moment. C'est pour quel statut que vous êtes arrivé au Canada? Moi, je suis arrivé au Canada en 2022 comme étudiant international. Et là, je suis presque à la fin. Et voilà quoi. Donc, je ne m'étais pas juste limité à être étudiant, mais je voulais aussi être quelqu'un qui pouvait faire quelque chose pour les autres. On dit dans la vie, pour moi je me dis que vivre c'est pas simplement être là pour soi, mais tu peux aussi vivre pour les autres en les accompagnant, en les aidant, et c'est dans ça que j'œuvre jusqu'à présent. Donc c'est avec les statuts étudiants que je suis venu appuyer. Et là, qu'en est-il de vos études? Mes études, il me reste la graduation. Il me reste juste la graduation. J'avais un cours. Malheureusement, je n'ai pas réussi mon cours là. Donc, il me reste un cours à rattraper. Et puis, ça... Vous n'avez pas réussi parce que vous êtes tout le temps sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas réussi parce que vous êtes tout le temps occupé. Non, ça n'a rien à voir. J'ai toujours été bon élève à l'école. Merci beaucoup. Je pense que vous nous suivez à la maison. On est avec M. Olivier Mpoyi. Vous sentez l'ambiance qui règne sur ce plateau. C'est parce que c'est quelqu'un aussi qui a l'énergie. C'est quelqu'un qui a le show en lui. Donc ça pouvait que être comme ça. Ouais. Mais écoutez, toi qui t'as ce qu'on lingala siko. Toi qui t'as ce qu'on lingala siko parce que n'est pas trop. Problème. Toi qui t'as mamouké. Eronesco yo makamsko zo bana ba question ce que zo bana. Pour un cas moi décor to placer kaka. Ba question ce que bana siko. Monsieur Olivier Mpoyi. Oui.
Tomonio, dernièrement, dans un voyage au Tosa Kinshasa, présent dans la structure Nyonso, les amis d'Olivier, des NCD. C'est quoi le but derrière tout ça? Alors, les buts, il n'y a pas vraiment... les buts, comme je l'ai mentionné depuis le début de cette émission, c'est qu'on œuvre pour l'éveil de la conscience. On est là pour réveiller la jeunesse. On est là pour dire à la communauté congolaise, bien dire aux Congolais que l'avenir de notre pays dépend de la jeunesse. Même les autorités qui sont au Congo le savent et le disent aussi que l'avenir du pays, c'est nous, la jeunesse. Et nous, on est là pour faire comprendre à la jeunesse que si un jour on veut voir le Congo évoluer, si un jour on veut voir un Congo différent, c'est les efforts que nous fournissons aujourd'hui qui déterminera notre demain. Alors, effort pour fournir les lots. Lobby Congo comme amunene. Alors, d'abord, je vais commencer par la dynamique des nationalistes congolais de la diaspora. Oui, DNCD, oui. DNCD dont je salue son président Gilbert Emongo, c'est lui l'initiateur, le fondateur de cette veille-là. Alors, nous sommes membres de cette structure. Nous partageons les mêmes objectifs, nous avons la même vision. Et avec la structure DNCD, c'est un groupe de jeunes, c'est pas un parti politique, on n'est pas là contre qui, on n'est pas là pour faire la guerre à qui que ce soit, mais c'est un groupe de jeunes réunis en communauté, réunis en famille, si je peux le dire comme ça, de se dire voilà, on va se réunir tous ensemble, on va travailler pour les autres, on va être là pour les autres, on va tout la moussa énergie dans la jeunesse, toute sa jeunesse que lobby amboka et zangainayo. Changement autour du Congo, le Congo doit changer. Si on travaille pour nous les loter, lobby, tu reçois suite. Alors ça c'était concernant la structure DNCD et les amis d'Olivier. Les amis d'Olivier Mpoui. C'est ASBL. C'est mon ASBL qui est là pour soutenir les gens dans le besoin. Alors nous sommes là pour, déjà c'est 2 juillet, on va rendre visite à l'orphelinat. Donc on était passé récemment à un orphelinat où c'était vraiment difficile. On a vu des vidéos qu'on pourra peut-être illustrer avec... Alors c'est pourquoi les amis d'Olivier Mpoui sont là. Et voilà quoi, on va essayer de faire du mieux qu'on pourra. Donc c'est un peu ça. Na cadre nini, est-ce que bienfaisance kaka ou bien parce que tu as des ambitions que tu vises dans les jours à venir? Non. Pour l'instant, c'est d'abord que la bienveillance, parce que, comme je l'ai mentionné, même quand je suis arrivé déjà au Canada, même avant d'être au Canada, ça a toujours été mon identité, ça a toujours été ma personne. Donc j'ai toujours été comme ça, d'être là pour les autres, d'aider les autres, d'accompagner. J'ai toujours été dans des structures qui aidaient, qui apportaient un plus aux autres. Donc je peux dire que c'est ma personne, c'est ce que je suis. Alors aujourd'hui, avec le peu que Dieu nous donne, bien le peu qu'on a de gauche à droite, ça nous permet maintenant de matérialiser ça, de mettre sous une structure correcte. Au lieu que ça soit un peu éparpillé, mais nous avons maintenant une structure où, voilà, quoi, tu sais maintenant qu'il y a ça, la structure fonctionne comme ça, et puis on peut maintenant faire les choses correctement plutôt qu'être un peu éparpillé, dispersé. Donc c'est un peu ça. Monsieur Olivier, tout le monde niveau dans Congo, parce qu'on parle d'abord de votre voyage dans Congo, après tu comptes à Mobamboka. Mais tout le monde niveau présent dans Babiro Nyonso. Est-ce que ça m'as-tu vu ou bien visibilité aux Oluka ou bien nini? Bon, les m'as-tu vu non? Les m'as-tu vu non? Alors, nous sommes allés au Congo avec la dynamique des nationalistes de la diaspora congolaise de la diaspora. Et là, on parlera aussi du Forum Afrique. Le Forum Afrique-Congo. Ouais, on parlera de ça plus tard, oui. À Montréal, ici. Alors, nous sommes allés au Congo pour justement donner un compte rendu de ce qui a été la conférence qu'on avait organisée au Palais de Congrès de Montréal. Donc, c'était vraiment l'objectif premier de la visite à Congo, parce que quand nous sommes allés au Congo, on a invité les autorités congolaises qui devaient justement venir à Montréal. Mais qui n'étaient pas là, malheureusement. Oui, malheureusement, ce sont des autorités, ils ont sûrement des agendas très chargés. Et vous avez invité Vital Kamerhe. Oui, nous avons invité le président de l'Assemblée nationale, qui de base devrait être là, mais pour X raisons, c'est un président avec son programme très chargé, malheureusement, n'a pas pu être là. Alors, quand on a la conférence a pris fin à l'activité Afrique-Congo, alors on devait maintenant rentrer au pays, donner le compte rendu de ce qui a été cette activité-là. C'était vraiment la mission première. Mais est-ce que votre activité, c'était votre propre initiative ou bien ça a été comme coordonné par le gouvernement avec un budget? Non. Mais pourquoi vous devez donner, vous devez rendre compte pour quelque chose qui ne nous a pas été demandé? Parce que c'est quelque chose qui n'a pas été demandé, mais comme je l'ai mentionné, nous sommes sur l'éveil de la jeunesse. Alors,
quelque chose qui n'a pas été demandé, c'est vrai, mais nous, en tant que jeunes, on doit prendre aussi certaines responsabilités. On ne doit pas toujours attendre que le gouvernement dise ou bien que le gouvernement fasse quelque chose. Si on peut, si on a de l'intelligence, si on peut apporter un plus, il faut le faire. Et si quelque chose qui est bien fait, il faut donner aussi rapport. Donc, par exemple, moi, j'œuvre pour la communauté, voilà, je fais des bonnes choses. Et si j'ai l'occasion de rencontrer une autorité, pourquoi je ne dois pas me présenter et dire ce qu'on œuvre, on fait pour la communauté? Ce n'est pas seulement parce qu'on nous a demandé, non, mais tout simplement parce qu'on s'est dit, il faut faire quelque chose pour le Congo. On ne doit pas simplement attendre que les autorités disent ça. Mais si on peut faire des bonnes actions, on peut faire quelque chose de bien, pourquoi ne pas songer à inviter ces autorités-là, justement, à venir au Canada, parler avec la jeunesse? Et nous, on avait l'opportunité de le faire. On s'est réunis comme une seule personne, voilà, un groupe, et nous avons organisé cette conférence-là, Forum Afrique-Congo. Il n'y a pas eu de financement, il n'y a pas quelqu'un qui a donné quoi que ce soit, mais voilà, c'était sur ces bases-là. Mais nous étions vraiment accompagnés par l'ambassadeur Joshua Kabongo, qui, de grâce, a aussi soutenu l'initiative. Voilà, je ne vais pas donner tous les détails ici, mais l'ambassadeur nous a aussi accompagnés. Mais sinon, la grande partie de tout ce qui a été cette conférence-là était sur fonds propres. Forum Afrique-Congo, c'était quelque chose de bien, mais c'était quoi le message caché derrière ce forum? Alors, les messages c'était d'abord de un, lorsqu'on a invité ces autorités-là à venir au Canada, c'était pour rencontrer la jeunesse. Parce que nous, on travaille beaucoup plus avec les jeunes et notre souci, c'est vraiment d'avoir des jeunes qui réfléchissent et des jeunes qui apportent les changements au Congo. Les jeunes, ici au Canada, il y a des jeunes qui sont très intelligents, qui ont des projets, qui peuvent changer l'histoire du pays. Et malheureusement, ces jeunes-là n'ont pas l'opportunité, n'ont pas l'occasion de présenter leurs projets aux autorités compétentes. Alors, le forum était pour but, c'était comme un moment, un cadre d'échange qui allait permettre à ce que ces jeunes qui vivent au Canada, qui sont doués, exposent leur... Voilà, qu'ils aient cette opportunité, qu'ils aient un terrain où ils peuvent rencontrer ces autorités, exposer aussi leurs projets. Pourquoi pas faire valider ce projet-là et le ramener au Congo? Nous avons des gens qui réfléchissent, qui sont dans l'agriculture, qui ont des grands projets qui peuvent changer complètement l'histoire du pays. Mais ils n'ont peut-être pas le réseau, ils n'ont peut-être pas le bon numéro à appeler. Alors, l'idée du forum, c'était justement amener tous ces invités-là qu'on avait invités du Congo pour venir au Canada, rencontrer cette jeunesse-là, les acteurs politiques, les acteurs socio-économiques, donc toutes ces personnes-là, de venir voir ce que l'Amérique du Nord a aussi à proposer. Donc c'était vraiment dans ce sens-là que nous avons. Est-ce que vous vous sentez un peu mis à la marge ou bien mis à côté par rapport aux amis de l'Europe? Non, nous sommes tous des Congolais. C'est juste que nous avons remarqué qu'il y a très peu d'autorités congolaises qui rejoignent le Canada ou bien qui viennent très souvent ici au Canada. Alors pour nous, c'était une opportunité d'inviter ces personnes-là à venir rencontrer aussi la jeunesse. C'est vrai qu'il y a beaucoup des politiciens qui vont très souvent en Europe et tout ça, mais rares sont ceux qui viennent ici au Canada. Alors nous, de base, on souhaitait vraiment que les personnes qui vont venir viennent rencontrer la jeunesse, viennent écouter ce que la jeunesse a aussi à apporter pour le Congo. Donc c'était dans ces cadres-là. Dès votre retour au Kinshasa, au Zongi, Canada, Tomoniga Begaka, 3/4. Voilà. 3/4. Et où tu vas puis est-ce que je pense que ma visite au salon à bureau on a quand même me foutu hein. Non, tous à la sincère, il faut on va être sincère, les visites c'est bien parce qu'on rencontre les autorités et ces personnes. Et puis on rentre pas même réduit. Ça n'a rien à voir. Le plus important lorsqu'on va rencontrer ces personnes là, c'est pour qu'elles puissent nous former. Vous savez, l'argent. Première classe c'est à la chair, oui. Non. L'argent. Première classe c'est à la chair, est-ce que oui? Oui. Oui, bien haut. Ça peut coûter cher. Ça peut coûter cher, mais quand quelqu'un s'offre, première classe, quand même, c'est quand même tout solo là. Moi la classe, la classe il travaille, moi la classe a ses économies, moi la classe il se débrouille aussi dans la vie. Alors oui, ça peut être un plaisir de voyager en première classe. Ça c'est pas vraiment ça un problème. Et lorsque nous sommes allés au Congo, c'était pas vraiment pour aller chercher de l'argent quoi que ce soit. Non. Déjà on n'était pas parti pour chercher l'argent des uns, on était parti pour rendre compte de ce qui a été l'activité du forum. Et en retour, on pouvait aussi justement profiter d'un plus que les politiciens allaient nous donner en retour. Par exemple, dire voilà, faites ça, faites ceci, faites comme ça, vous irez encore plus loin. Ils vous ont encouragé. Voilà, ils nous ont encouragés. C'était vraiment ça le but parce que l'argent, bon,
pas, on n'était pas parti pour ça, on était vraiment parti pour... Malgré ma petite boue raté, ma bonne année raté. Non, c'était un peu ça. Alors lorsque nous sommes rentrés, on avait ce souci-là de travailler avec la communauté congolaise, d'aider les Congolais qui sont ici au Canada. Alors Dieu fait grâce, nous avons eu 3 voitures. Ouais. 3 voitures. Ça vient d'où? Et c'est un financement, c'est un prêt, c'est quoi? C'est au service de la communauté. En quelle forme? On veut tout savoir. Ok, les 3 voitures, c'est pour la Dynamique, ça a été payé par la Dynamique. Donc comme j'ai mentionné, la Dynamique, c'est un groupe de jeunes réunis pour travailler pour les autres. Pour les autres. Voilà, donc... on va bien dire, papa. On va bien. Non, bimisa biloko papa. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Mbongo wana esombi mituka euti wapi. Mbongo esombi mituka euti et pas ba groupe ya bato oyo basangani pona ko apporter un plus. Ne place mbongo euti. Ce mituka ezaki par exemple $16,000. Nga nazana mwa 4,000 nga mwa 3,000 nga. Yo zana mukena, yo bazana mukena. Ce qui te sangisi biso ce mituka te. Voilà mutuka moko mais soko mimi balé comme misato. Non, ça c'est Dieu qui pourvoit. C'est Dieu qui pourvoit. C'est Dieu qui pourvoit. Mais c'est que ça évolue bien. C'est Dieu qui pourvoit. Alors les véhicules ont été achetés par la Dynamique et ces véhicules-là, c'est vraiment mis en service pour la communauté congolaise, pour les gens. Ça va fonctionner comment ces véhicules? Est-ce que moi je veux aller à Ottawa avec ma famille, j'ai pas de voiture là-bas et que je veux comme quelque chose pour me permettre de me déplacer, je viens, j'appelle Monsieur Olivier, j'ai besoin de la voiture, je viens, je prends la voiture ou comment? Ok, l'idée principale, c'était pas vraiment pour ça. L'idée principale de l'acquisition de ces véhicules-là, c'était pour aider. Et non pour comment je peux dire, pour des besoins vraiment personnels, dans le sens où des fois on organise des activités, ou bien des fois la communauté congolaise en général, ils ont des déplacements à faire, ou ils ont une urgence à faire, mais il n'y a pas d'automobile pour emmener beaucoup de personnes. Alors les véhicules peuvent servir à ces genres de rencontres. Par exemple, nous avons une conférence à Montréal et qu'il y a des gens qui aimeraient participer. Mais pourquoi pas acheter un bus, par exemple? Le bus serait réel. Nous travaillons sur financement propre. Donc on n'est pas financé par quelqu'un, on ne reçoit pas l'argent de quelqu'un plutôt. Alors on travaille avec notre cerveau. Donc entre nous les jeunes, on s'assoit, on réfléchit comment mobiliser une telle somme. Et c'est comme ça qu'on a eu ces véhicules-là. Alors, on sait pourquoi pas, si un jour Dieu nous fait grâce, on a un financement, ou on nous appelle. Non, mais j'ai dit acheter un bus au lieu d'acheter 3 voitures. Les moyens. On fait avec ce qu'on a pour le moment. On ne peut pas non plus exagérer parce qu'on n'en a pas, mais on commence par voir ce que nous avons aujourd'hui et ce qu'on peut offrir. Donc on donne que ce que l'on a. Est-ce que vous avez un bureau aussi? Vous avez un office où on peut vous rencontrer, structurer avec... Bien sûr. Nous sommes la Dynamique. Nous avons un président, Gilbert Emongo, comme j'ai mentionné son nom tout à l'heure. Alors, il y a déjà un bureau qui est à Montréal. Et la semaine prochaine, on va inaugurer notre bureau à Ottawa, un bureau vraiment de la jeunesse, c'est vraiment pour les Congolais. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes nombreux en train de nous suivre. N'hésitez pas de marquer en commentaire toutes vos préoccupations, toutes vos questions, parce qu'il serait nécessaire que ce monsieur que vous voyez ici, Olivier Mpoyi, puisse nous revenir ici, si jamais vous le demandez. Donc écrivez-nous vos questions. S'il répond bien, s'il fuit à nos réponses, à nos questions. Et alors, on a besoin de savoir ça. Mais malgré ça, ma question est allée parce que Moke a bien été. Tout le monde d'abord habillé en Fati ou rien. Bon, j'aime bien le monsieur, le président de la République. Le président Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a de grands projets pour le Congo. C'est quelqu'un qui a une grande vision pour le Congo. C'est quelqu'un qui, de base, aime déjà son pays. Alors, moi, je crois à son message. Je crois à ce qu'il peut changer vraiment l'histoire de notre pays. Et vu qu'il ne travaille pas seul, il a tout un gouvernement, tout un protocole qui est avec lui. Alors, il est là. Il est là en train de charbonner matin, midi, soir, de gauche à droite, pour voir le Congo prospère dont il a toujours rêvé. Donc c'est un peu ça. Pour voir un Congo prospère dont le Congolais a toujours rêvé, ça c'est vrai. Ben, j'ai une question pour vous, une question qui est vraiment basique, avant que nous puissions développer d'autres questions. C'est quoi un mandat pour un président?
Les mandats d'un président, c'est je peux dire le délai réparti, par exemple 5 ans pour le Congo, où ce président doit exécuter son plan d'action, donc ses projets, ce qu'il avait, comment est-ce qu'il voit le Congo, ou bien comment ses ambitions, c'est dans ces temps-là, dans ces mandats, le délai est réparti de 5 ans, où il doit mettre en place tout ce qu'il avait montré comme initiative, comme souhait, comme plan d'action pendant sa campagne électorale. Tout ce qu'il doit mettre en place, tout ce qu'il a dit pendant sa campagne électorale. Dans ces temps-là de 5 ans, il doit poser les bases, de manière à ce que la personne qui viendra après lui puisse continuer sa vision, ou si Dieu le fait grâce, ou bien si le temps nous le permet, voilà, de réaliser tout ce qu'il a mentionné dans son calendrier, dans son agenda, d'être fait pendant ces temps répartis de 5 ans. Nous savons que la politique, c'est la continuité de l'État. Oui. Quand quelqu'un vient au pouvoir, il vient pour apprendre au pouvoir ou il avait déjà appris et il vient exécuter au pouvoir pendant son mandat? Alors, l'apprentissage ne finira jamais parce que même aujourd'hui, s'il y a un président qui a œuvré, tout le jour on apprend. Il n'y a pas quelqu'un qui va se lever pour dire « voilà, moi je connais tout ». Même ceux qui connaissent tout, ils vont toujours apprendre sur le terrain. C'est dans ce sens-là. Alors, lorsqu'on embrasse la politique, l'idéal c'est d'avoir d'abord un bagage, de savoir comment fonctionne d'abord un pays. C'est d'abord ça l'idéal. Parce que lorsque tu sais lorsque tu as une certaine théorie en tête, tu peux mieux faire la pratique. Ça, moi je me dis que c'est d'abord un pilier fondamental. Même à l'école, quand on nous enseigne, on commence toujours par la théorie et ensuite pour faire de la pratique. Alors, c'est aussi simple que ça. Pour gérer une nation, tu peux avoir comment tu as une certaine théorie. Au premier essai, peut-être tu peux échouer, mais la seconde fois, tu ne vas pas échouer. Tu vas faire des grandes choses. C'est dans ce sens-là. Le premier mandat du président Félix, comment vous le jugez? Combattu, attaqué. Et puis, voilà, il a eu beaucoup de problèmes, le président Félix. Il a eu beaucoup de problèmes. Moi, je voulais parler plus par rapport à la définition que vous avez donnée du mandat. Son premier mandat, vous le jugez comment? Son premier mandat, c'était l'initiation. Quand j'ai dit initiation, c'est que le président Félix a toujours rêvé d'un Congo grand. Parce qu'il dit l'Allemagne d'Afrique. C'est comme ça que lui voit le Congo. Alors, lorsqu'il a commencé la politique, son premier mandat, ce qu'il a fait, il a initié. D'abord, il a commencé par la gratuité de l'enseignement. C'est quelque chose qui était un rêve pour lui, de voir les étudiants congolais fréquenter l'école gratuitement. Alors, il a commencé quelque part. Donc, il a initié certains projets, il a initié certaines actions, de manière à ce que... Un mandat d'initiation, c'est ça? Voilà, donc il avait d'abord, il y avait un ancien président avant lui, il y avait tout un régime, quelque chose qui devait d'abord casser, qui ça a pris du temps. Et asseoir son pouvoir et voilà maintenant commencer à travailler pour les Congolais. Alors son premier mandat pour moi je dirais que c'était vraiment l'initiation et pour son second mandat... Donc vous voulez dire que c'était un mandat sacrifice? Non, c'était pas un mandat sacrifice, c'était vraiment de l'initiation. C'est pas un mandat sacrifice parce que le temps qu'il a pris, le temps qu'il a investi pour déboulonner d'abord un ancien système, remettre l'état de droit en place et initier maintenant sa vision qu'il avait pour le Congo. Alors ça a pris du temps qu'il fallait, mais il a fait quelque chose durant son premier mandat. Et c'est même pour ça que les Congolais ont cru encore en sa vision. Il a donné un second mandat. Ce n'est pas pour rien. On ne va pas dire qu'il y a 44 millions de Congolais qui sont fous. Non. Si les Congolais ont décidé de donner un second mandat au président Félix, c'est parce qu'ils croient aussi à cette personne-là. Ils croient en sa vision, à ses capacités. Et c'est pour ça qu'ils ont donné un second mandat au président Félix. Donc s'ils ont cru à cette initiation, alors ils s'attendent à ce que le second mandat soit maintenant la concrétisation de ce qu'il a initié. Donc c'est ça le second mandat du président. Vous avez dit que le peuple a donné le second mandat au président de la République, c'est ça? Exact. Le déroulement des élections, l'avez-vous suivi? J'ai bien suivi le déroulement des élections, comme tout le monde. Le fait que les gens aient des machines à voter chez eux, le fait que le vote passe de un jour à une semaine, le fait qu'il ait des irrégularités à la justice, le fait que la CENI, tout ça, vous dites quoi? Alors ça c'est une situation qui est difficile, mais je ne pense pas que ce soit le président de la République qui soit fautif, parce qu'il y a toute une commission qu'on appelle la CENI qui est chargée d'organiser les élections. Donc ça n'a rien à voir avec le président de la République.
la CENI est chargée d'organiser les élections. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des irrégularités. Les élections, dans certaines provinces du pays, il y a eu plus de jours que les temps qui étaient prévus dès le départ. Il y a eu des machines, machines à voter chez les gens. Moi, je n'ai pas vu, mais encore ce qui a été dit sur Internet, il y a des gens qui ont, par exemple, avoir des machines chez eux à la maison pour faire le vote. Alors, ça, c'est quand même triste parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas c'était quoi vraiment les buts qui les a donné d'abord les machines. C'est ça la première question. Parce que si c'est la CENI qui garde les machines, comment est-ce que ces machines se sont retrouvées chez eux à la maison? Ça, moi, je ne sais pas. Alors, c'était quand même triste de voir que certaines personnes ont essayé voilà, de jouer les jeux. Est-ce que vous pensez que la CENI aurait dû annuler les élections? Non, selon la Constitution, il fallait respecter la Constitution. Donc la CENI ne pouvait pas reporter les élections. Quelle que soit la fraude, quelle que soit la tricherie, on ne peut pas reporter les élections. Lorsque nous avons commencé les élections, on s'attendait pas à ce qu'il y ait tous ces désordres-là, que les gens allaient prendre des machines. Non, parce que de base, tous les équipements étaient déjà là pour organiser les élections. Mais les humains, les personnes, les gens qui sont mal intentionnés, ce sont eux qui ont voulu abîmer les systèmes mis en place par la CENI. Donc, étant donné que nous étions déjà dans la procédure pour les élections, ce n'était plus possible de faire marche arrière. Il fallait continuer jusqu'au bout. Quel que soit le prix en payer. Il fallait vraiment remettre les roues sur les rails, comment on dit, le train sur les rails, quelque chose comme ça là. Mais il fallait vraiment être sur le droit chemin. Et même s'il y a des gens qui ont essayé de picoler de gauche à droite, essayer de prendre ces personnes-là, remettre sur la droiture. Vous croyez à une élection crédible? Oui, il y a toujours eu des élections crédibles au Congo. Merci. Il y a toujours eu des élections crédibles. Vous qui avez assisté au déroulement des élections, écrivez-nous en commentaire, laissez-nous des messages pour savoir si Monsieur Olivier, qui est avec moi sur le plateau, a-t-il raison de dire qu'il y a toujours eu des élections crédibles au Congo. Monsieur Olivier, on est toujours sur l'état du pays. Tant que vous avez Congo, vous avez Congolais. Oui, il y a Congo. Congolais à Libandate, mais il y a Congo. Ozomoni ndenge nini vie na ye quotidien na ye ezoleka ndeni. Bon, Naroko ça a été parce que le but ce n'est pas de mentir. Le Congolais est en train de passer des moments quand même difficiles, dans le sens pour ne pas dire souffrir. Pour ne pas dire souffrir, parce que tout le monde a des moments difficiles dans sa vie. Alors ce que le Congolais vit en ce moment, ce n'est que des moments difficiles. Mais moi je crois en ce que les années ou bien les jours qui viennent, il y a un vent nouveau qui va souffler. Alors pour l'instant, la situation peut sembler difficile. D'abord pour la jeunesse, parce qu'en ce moment, il y a des jeunes qui n'ont peut-être pas l'emploi, qui sont en train de passer des moments difficiles. Certains ont fini les études, mais il n'y a pas de poste. Il faut connaître telle ou telle personne pour avoir du travail. Le marché de l'emploi est trop serré. Ça, c'est des moments difficiles, mais voilà, c'est comme un peu partout, quoi. C'est comme un peu partout. Balobi qui n'a pas de passe, ma ezate, courant ezate, nzela ezate, oui wana oui wa partout. Là, ma ezate, courant ezate, c'est vrai. Est-ce qu'un peuple, dans le siècle nabiso oyo, en plein 21e siècle, à quoi vivre sur le niveau wana? Non, en 21e siècle, des histoires comme l'eau et le courant, c'est des éléments de base que tout le monde devrait avoir chez lui à la maison. Alors, je ne dirais pas que c'est tout le Congo qui est dans le noir, mais la majorité ou bien la grande partie des personnes n'ont même peut-être pas accès à l'eau potable. Certains vont peut-être utiliser le puits, vont, je ne sais pas moi, aller puiser de l'eau à des kilomètres de leur domicile. Alors, nous espérons avec ce nouveau mandat, voilà qu'il y aura beaucoup de changements. Déjà, j'aimerais saluer le nouveau gouvernement qui a pris le pouvoir, le nouveau gouvernement qui se soit installé dans différentes villes. Nous allons voir comment est-ce qu'ils vont travailler, comment est-ce qu'ils vont réparer ces problèmes-là. Concernant d'abord Kinshasa, l'état de route qui est déplorable, la gestion de poubelles. Donc tous ces éléments-là, nous croyons vraiment au nouveau gouvernement, aux nouveaux élus de la République qui vont vraiment apporter un changement sur. Le président avait fait confiance à la diaspora. Il a fait appel à la diaspora, venez, on va travailler, machin, machin. On a vu le résultat. Aujourd'hui, les Congolais, quand on parle de la diaspora, on a pouvoir Bon,
Ça, c'est triste. Moi, je préférais ne pas parler du passé, parce qu'on se sert du passé pour préparer l'avenir. Alors, ce qui a été fait dans le passé, si cela a été déplorable, ça, je suis vraiment désolé pour ça. Mais on apprend aussi des erreurs du passé pour mieux préparer l'avenir. Alors, ces gens-là, s'ils ont mal fait, s'ils ont mal agi quelque part, ça, c'était leurs affaires. Mais nous... pardon. Non, c'est pardon. Chacun est responsable de ce qu'il avait fait dans le passé, de ses actes. Ouais. Mais moi, je parle plutôt de l'espoir, l'avenir de demain. Parce que si ce qui a été fait dans le passé, c'est déjà le passé. C'est pourquoi on appelle ça même passé. Mais le présent, le futur, le demain, c'est ce qu'on présente aujourd'hui. C'est dont on parle aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, la diaspora ne doit plus être ce qui était dans le passé. Aujourd'hui, la diaspora, c'est des jeunes qui réfléchissent. Aujourd'hui, même ici au Canada, je vais me concentrer sur le Canada parce que moi-même je suis au Canada, mais aujourd'hui, la diaspora du Canada, la diaspora congolaise au Canada est en train de croître, c'est en train d'évoluer. Il y a des gens qui font tourner leur cerveau H24 pour le souci de leur pays. Il y a des gens qui ont déjà des projets préétablis. Il ne restera jusqu'à faire une présentation et puis pourquoi pas faire valider le projet. Parlons de la sécurité, puisque nous parlons de la jeunesse. Na Congo, les jeunes encadrés à assuster. Mais on voit des Koulouna partout et presque l'absence de l'autorité de l'État partout, sur toute l'étendue de la République, ça on doit le dire. Et puis, jeunesse, avenir et jeunesse, il y a Congo Lelo. Tout le monde en est. Avenir et jeunesse, il y a Congo. Parlons des Koulouna, restons sur les Koulouna. Sur les Koulouna. Oui. Les Koulouna. Insécurité, quoi. L'insécurité, cette situation-là va bientôt finir. Vous savez, avec le nouveau ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, c'est un monsieur qui va remettre de l'ordre d'abord dans la justice congolaise. Parce que le système judiciaire présentement n'est pas efficace, n'est pas bon. Il faudrait d'abord remettre de l'ordre dans le système judiciaire et traquer tous ces individus-là qui sont en train de détruire le pays. Ça va finir cette histoire-là. Vous êtes sûr? Je suis sûr et certain que ça va finir. Sûr et certain, les Koulouna vont finir parce que c'est ça l'objectif même du ministre de la Justice, parce que on espère vraiment, en tout cas on espère avec Constant Moutamba, il pourrait y avoir des changements, il pourrait. Je dis il pourrait parce que on connaît le politicien avec le parler et le faire. C'est vraiment des choses opposées. Monsieur Olivier Mpoyi, c'est vraiment un plaisir de vous avoir sur le plateau. Et je pense que c'est le même avec les gens qui nous suivent. Ils vous adorent, ils vous aiment. Mais les lots, 30 juin 2024, 30 juin 1960, 64 ans après. 64 après l'indépendance. Le Congo, où en sommes-nous? L'homme congolais. Waouh! Ça, c'est une excellente question. Oui. J'y ai même pensé quand j'étais en train de venir ici. Je me suis dit, 64 ans après l'indépendance, l'homme congolais se situe où? Oui. Ça, c'est une très bonne question. Alors, l'homme congolais est en développement. Toujours. Moi, je crois que l'homme congolais est en développement. Toujours en développement. On est toujours en développement. Même les grandes puissances. Après 64 ans, on est toujours en développement. Après 64 ans, ça dépend. C'est pour travailler quand? Ça dépend maintenant sur quoi on va asseoir cette question. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs plans. Là, on parle de tout un pays. Il faudrait maintenant situer, de savoir sur quel contexte. Bon, je vais vous aider. On va scinder la question. L'homme politique congolais. L'homme politique congolais. Oh ouais. on vous aide, je vous aide. Pour faciliter la réponse. Ok. Ouais. Ce qui est triste avec l'homme politique congolais, c'est que les gens se servent et ne servent pas la population. C'est ça qui est triste, c'est ça qui est dommage. Vous savez, aujourd'hui, si les politiciens mettaient d'abord en avant les intérêts de la population, le travail pour lequel ils étaient appelés. Oui, aujourd'hui, on aurait avoir un Congo, je ne sais pas moi, peut-être pourquoi pas deuxième, troisième puissance mondiale, parce que le Congo, c'est même le sens même de l'Afrique. Parce qu'il n'y a pas l'Afrique sans le Congo. Aujourd'hui, le Congo, si le politicien mettait d'abord en place la population et leurs intérêts par la suite, le Congo allait changer depuis des années. Alors, mandat après mandat, personne après personne, certains travaillent vraiment pour la population, mais
Comme c'est une hiérarchie, il y a sûrement quelqu'un qui va bloquer telle place, et puis maintenant toi tu ne sais plus travailler, l'autre va mettre des bâtons sur tes roues, tu ne sais plus avancer. Et ce qui fait qu'on a du mal un peu plus à progresser rapidement, mais on est en train d'avancer. Puisque vous parlez du l'homme congolais, du politique congolais, comparez les deux gouvernements, le gouvernement sortant Samalukonde des deux et le gouvernement entrant Judith Suminwa. Ce sont les mêmes personnes qui ont juste changé des postes, qui ont juste changé des casquettes. Qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau gouvernement? Quel avenir? Moi d'abord, ce que j'aimerais parler de nouvelles personnes qu'on a vues entrer en politique. Par exemple, je parlerai beaucoup plus de Mme Noëlla, la ministre de la Jeunesse. Et puis nous allons aussi parler de M. Constant Moutamba. C'est quand même de nouvelles figures qui n'ont jamais encore servi. Qui n'ont jamais servi. Et c'est la première fois qu'on leur met à l'épreuve. Voilà, donc le gouvernement, Madame Julie Tumina, d'abord c'est une première d'avoir un chef de gouvernement, une femme, ce qui n'a jamais été dans le passé. Alors pour moi c'est comme, on va essayer, ce que je peux dire comme ça, parce que déjà qu'il n'y avait jamais eu de femme au gouvernement et Madame Judith a décidé de monter son équipe de cette manière-là, c'est sa vision. Il croit en ces personnes-là. Il croit à ce que ces gens peuvent travailler pour le Congo au poste clé où ils sont placés. Alors, ce n'est que le début, ils ont à peine été investis à l'Assemblée nationale. Donc, on ne sait même pas d'abord juger ou bien mettre un point pour savoir s'ils ont bien travaillé ou n'ont pas encore bien travaillé. Les mois prochains nous diront un peu plus. Puisqu'on est toujours dans le 30 juin de l'indépendance, on est toujours dans les 64 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. On reste dedans parce qu'on a parlé de l'homme politique. Aujourd'hui, on a vu le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Aussitôt élu, il met en garde le deux fois. Qu'est-ce que vous en pensez de cette vitesse, de cette réaction aussi rapide et de son application? Alors, c'est une très bonne question. Ça, c'est la justice congolaise. C'est le ministre qui a mis en place cette structure-là, cette initiative-là. Moi, je ne peux pas parler en son nom. En temps normal, que cette question, c'était à lui de répondre. Mais on a quand même besoin de votre impression par rapport à cette... Moi, je ne préférais pas répondre à cette question-là. Parce que, pour des raisons personnelles, je préférerais pas répondre à cette question-là. Mais ça serait mieux peut-être que le ministre lui-même dise le pourquoi est-ce qu'il a mis cette action-là. Vous avez peur de répondre à cette question? C'est une question qui soulève beaucoup de choses. Et donc je préférais ne pas, pour des raisons personnelles, vraiment me lancer dans cette question-là. Vous comprenez que M. Olivier ne veut pas répondre à la question parce qu'il peut avoir des intérêts. On comprend. L'homme congolais maintenant, là, on a parlé des politiques, et là on voit maintenant le peuple, 64 ans après. Alors, si on doit parler du Congo dans ce sens-là, l'homme congolais, il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Le Congo, comme je peux dire, c'est encore un chantier qui est en train de se développer. Alors, pour celui qui est né en 1960, qui aujourd'hui a 64 ans, il a vu des changements, il a vu beaucoup de choses, il a traversé beaucoup de situations, mais je ne dirais pas qu'on n'a pas encore atteint le 100%. Mais on est encore en train de se construire. Est-ce que c'est pire ou c'est mieux aujourd'hui? Ça va de mieux en mieux, pour ne pas dire que c'est tout beau, ça va de mieux en mieux. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les problèmes avec le Congo, le développement du Congo, ce sont les personnes qui travaillent pour le Congo. Ces personnes-là, lorsqu'ils ne sont pas dans le pouvoir, ils vont faire des discours. C'est comme vous le faites aussi dans vos réseaux sociaux? Moi ce n'est pas le cas pour moi. Mais lorsqu'ils sont investis, lorsqu'ils doivent travailler pour la population, très souvent ils vont tourner le doigt à cette population-là. Alors, s'il y a 10 personnes qui devaient travailler pour le Congo, il y a peut-être 2 qui vont travailler sur 10. Les 8 vont tourner la tête, ils vont tourner le doigt à la population. C'est ce qui fait qu'on a du mal à accélérer un peu plus, à aller beaucoup plus rapidement. Mais c'est que sur les jours qui viennent, vraiment on y croit, on est vraiment... Il nous reste 2-3 petites questions et nous allons terminer notre entretien. S'il faut comparer, faire un parallélisme entre JKK et Fachi, c'est quoi les points positifs et les points négatifs entre les deux? Les points positifs et les points négatifs. Alors, le point positif que je dirais avec le président Félix, c'est le Congo prospère dont il nous parle.
le Congo, un Congo grand, un Congo où chaque Congolais va avoir un emploi, un Congolais, le Congo où chaque Congolais a accès aux soins médicaux, le Congo dont tu nous fais rêver, le Congo dont tu nous parles. Qui nous fait rêver? Oui. Ok, il nous fait rêver, je retiens le mot, il nous fait rêver. Non, il nous fait rêver parce que quand je dis il nous fait rêver, c'est pas dans un mauvais sens, dans un mauvais contexte, dans le sens où il nous promet des choses. C'est déjà fait nous faire rêver. Voilà les amis, on travaille ensemble pour que vous puissiez avoir cette histoire. C'est déjà un rêve que nous, c'est comme ça qu'on prend cette histoire-là. C'est pour un rêve. Donc, quand il nous dit, je vais faire ceci, nous, on croit, on rêve de ça. Alors, on travaille avec lui pour voir cette chose arriver. Okay. Bon, ça, c'est le Congo du président Félix. Bon, le côté positif de ce que... Le côté que tu as plus aimé de lui. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé du côté président Félix, l'ancien président Joseph Kabila Kabange, pour moi, c'était un patriote. Pour moi, je le prends comme un patriote. Contrairement aux langues qui disent qu'il est rwandais. Bon, ça ce que les gens disent, mais c'est un Congolais parce qu'il a servi le Congo. Et puis, on ne peut pas mettre quelqu'un qui n'est pas du Congolais, chef du président de la République. Okay. Donc, pour moi, c'est un Congolais. Alors, moi, ce que j'aime avec l'ancien président, c'était son sens patriotique. C'était vraiment un patriote. C'était quelqu'un qui était là au Congo, quelqu'un qui vraiment, je ne sais pas, peut-être rêvait aussi de grandes choses pour le Congo, mais peut-être il n'a pas su concrétiser, n'a pas su matérialiser tout ce qu'il avait comme initiative, bien comme projet ou ambition pour le Congo. Pour moi, c'est ce que moi je pourrais donner comme... Et le côté négatif, pour finir avec le côté cette question? négatif, parce que malheureusement, il a initié de plusieurs projets, par exemple les 5 chantiers de la République, qui jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu cela se réaliser. Donc il a trop promis, il a présenté des trucs, mais qui n'ont pas... On n'a jamais eu le résultat. Par exemple, quand je parle des 5 chantiers de la République, je pense qu'à l'époque, il nous présentait des TGV, des histoires comme ça, même jusqu'à ce qu'il est parti, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Ouais. Après 18 ans. Après 18 ans, malgré qu'il était patriote, malgré qu'il aimait le Congo, malgré qu'il voulait vraiment quelque chose, mais on n'a pas vraiment vu tout ce qu'on n'a pas vraiment laissé, on n'a pas vraiment vu une trace qui nous rappellera à chaque fois. Voilà, c'est le président Kabila qui a fait ça. C'est ce qui est un peu dommage. Objectif 2028, c'est quoi? L'objectif 2028, ça dépend. Ça dépend si c'est pour le Congo. Alors, mais concernant moi-même. Oui, vous concernant, oui. Alors, j'espère qu'en 2028, je serai encore plus impliqué pour. Candidat député, candidat gouverneur? Non. Pas du tout. Je ne sais pas, l'avenir réserve beaucoup de choses. Je ne peux pas non plus... mais ce que moi je souhaiterais, si c'était un vœu par exemple que je devais faire aujourd'hui... C'est dans quelques années ici. Dans quelques années, ça va vite. Ça va vite. Moi, j'aimerais être un peu plus encore impliqué pour mon pays. Soyez plus précis. C'est-à-dire, moi j'aime servir le Congo. Mais oui, mais servir le Congo où? Dans quelle circonscription ou dans quel poste? Ça semble être une question politique de savoir si je vise un poste ou bien je veux postuler quelque part. Mais non, pour l'instant, non, je ne suis pas dans ça. Mais moi, ce que si je souhaiterais faire un vœu, c'est d'être vraiment encore impliqué dans ce qui concerne les affaires de mon pays. Na Kabila, Azonga, sachant que les alliés violation de la Constitution. Na Félix a brigué mandat, troisième mandat, sachant que les alliés violation de la Constitution. Quelle est la violation que vous permettez? Ok. Merci beaucoup, et M. Essili, pour vous qui avez suivi cette émission, on vous dit un grand merci. Comme je disais tantôt, n'oubliez pas de nous écrire en message vos préoccupations, vos questions. Et puis, s'il faut qu'on fasse revenir M. Olivier, on le fera. Et puis, on vous dit, on se revoit à la prochaine. Merci.